Nancy, on dit souvent qu'enseigner, c'est une vocation. Pourtant, on a l'impression que la santé mentale et le bien-être des enseignants et des enseignantes est pire que jamais. Il y a une récente enquête, grosse enquête de l'Institut de la statistique du Québec de 2025 qui montre que c'est 15 des enseignants et enseignantes qui songent à quitter leur emploi dans la prochaine année. Puis une autre stat de 2021-2022, encore de l'INSPQ, c'est 71 du personnel scolaire qui signale une charge de travail élevée, 56 qui rapportent une faible reconnaissance au travail. Nancy, pourquoi ça va si mal au niveau de la santé mentale des enseignants et enseignantes? Ça va mal parce que c'est multifactoriel d'une certaine façon. L'organisation du travail est quand même assez difficile. Et ça, ça emmène des enjeux de santé mentale. Dans l'organisation du travail, on appelle ça aussi des facteurs là, psychosociaux. On a la surcharge, on a aussi la charge émotionnelle que le travail avec l'humain nous amène. Donc, Ouais. tout ça va faire en sorte que ça va pas toujours bien, là. OK. Fait que là, on a dressé une liste ensemble de 4 causes. Je dis ensemble, c'est toi qui l'as faite là, parce que c'est toi la spécialiste, mais je m'attribue un petit peu le mérite. Donc, on a dressé une liste de quatre causes principales. Puis, les quelques fois qu'on s'est parlé, t'as toujours pris la peine de le mentionner. Mais tu sais, Carlo, c'est pas tout le monde qui va mal. C'est pas tout le monde qui va pas bien en C'est éducation. vrai. Puis, parle-nous-en de ça, parce qu'on entend juste le négatif tout le temps. Bien, souvent, dans les statistiques, si on nous dit qu'il y a 15 des personnes qui ont décroché au niveau professionnel, il en reste quand même 85 dans les réseaux. Donc, dans ces 85-là, il y a sûrement des personnes qui sont bien, des personnes Ouais. qui donnent du sens à leur profession, mais ceux-là, on n'en parle jamais. Fait que moi, mon champ d'expertise, c'est vraiment d'aller étudier ces personnes-là pour voir comment on pourrait trouver des pistes de solutions pour aider ceux qui ne vont pas bien. Parce qu'on le sait qu'il y a des gens qui vont pas bien puis que la santé mentale, elle fluctue. Hein? C'est pas toujours là une ligne là plate. Là, tu sais, donc, il y a des Ouais. états émotionnels et tout ça. Donc, grosso modo, oui, ça va pas bien dans certains cas, sauf qu'il y a des personnes qui réussissent à persévérer, à avoir de la résilience. Donc, c'est ça que moi, j'étudie là, plus spécifiquement, si on veut. OK. Fait qu'on va aller faire le tour des 4 causes principales que tu as élaborées. Après ça, on va parler du concept de vocation, puis on va terminer avec des idées d'actions à mettre en place au niveau de l'école et au niveau individuel. Donc, la première cause, puis ça, on l'entend beaucoup, beaucoup de la part des enseignants et enseignantes et du personnel scolaire en général, c'est la charge de travail. La charge de travail lourde et la charge de travail, je dirais surtout, qui semble s'être alourdie au cours des 5, 10, 15 dernières années. Qu'en est-il exactement? Bien, un enseignant, oui, ça enseigne, mais oui, ça fait beaucoup d'autres choses. Ça interagit à longueur de journée. Et la charge de travail actuellement, elle augmente à cause de la pénurie. Donc, beaucoup d'enseignants vont être pris à faire des suppléances momentanées, vont être pris aussi à aider les nouveaux qui arrivent, qui souvent n'ont pas fini leur formation. Donc, c'est des facteurs parmi tant d'autres qui vont accentuer cette charge de travail-là. Ouais. En plus aussi des publics là, hétérogènes, là, donc les élèves qui arrivent, qui ont des besoins différents les uns des autres. Donc, Ouais. tout ça contribue justement à faire en sorte qu'à un moment donné, on est fatigué. On est Puis vraiment fatigué. dans le réseau public, c'est jusqu'à un élève sur 3 qui a un plan d'intervention. Fait que quand le Oui. tiers de la classe a un plan d'intervention et des besoins particuliers, ben juste pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, un plan d'intervention, ben, ça veut dire qu'il faut le rédiger, il faut Oui. l'actualiser et aussi, surtout, je dirais même le mettre en place, que ça aussi prend du temps. Mais si tu en as un dans une classe, OK, ça peut prendre peut-être 1 heure à rédiger, 1 heure à actualiser, puis la mise en place prend du temps ici et là. Mais si tu en as 10 dans ta classe, ben c'est une dizaine d'heures à rédiger, une dizaine d'heures à actualiser, des communications avec les parents, des communications avec la direction, avec l'orthopédagogue, s'il y a une orthophoniste en plus. C'est une réelle surcharge en termes d'heures de Oui. travail. Puis là, il faut calculer aussi tout ce qu'il faut qu'il fasse à côté de ça, la planification, Ouais, l'évaluation, les surveillances aussi. Donc, c'est vrai. c'est ce qui fait en sorte que depuis ces dernières années, ça s'est vraiment alourdi là, pour plusieurs facteurs, dont la pénurie. OK, parfait. La deuxième, c'est la charge émotionnelle. Ça, la charge émotionnelle, j'avais le résumé dans mes mots sans qu'on se soit parlé, c'est de dire, ben,
c'est beaucoup d'émotions enseignées. Mais est-ce que c'est normal que ce soit autant d'émotions? Parce qu'on pourrait penser aussi qu'enseigner, ben, tu sais, c'est transmettre de l'information, transmettre un savoir. Ça ne devrait pas être si émotif comme action? Tout au contraire, on a l'impression que la transmission de connaissances, ben, c'est objectif. Mais Oui. si on veut que la connaissance soit apprise, mais là, ça passe par des canaux qui sont beaucoup plus, je pourrais dire, émotionnels. Dans la mesure où si l'élève ne veut pas apprendre, il n'apprendra pas. Donc, il faut établir un canal de communication. Puis ce canal-là, c'est le lien de confiance. C'est le fait aussi de créer un sentiment qu'on va accompagner ce jeune-là, que ce jeune-là se sente en confiance d'apprendre. Et aussi, il y a tout ce qui arrive autour du jeune qui peuvent se répercuter en classe. C'est bon, des Mhm. vécus pas faciles. Donc, l'enseignant, lui, est toujours exposé à ses propres émotions dans l'enseignement parce que c'est pas toujours la meilleure journée pour enseigner ou pour travailler, comme tout le Ouais. monde, mais aussi les émotions des jeunes ont une influence sur leur pratique. Parce que des choses tristes qui arrivent, puis que l'enseignant se sent des fois dépourvu, il doit faire quelque chose, et Mhm. ça fait partie de son travail d'une certaine façon, mais ça devient aussi épuisant émotionnellement dans certaines situations. OK. Le troisième élément, c'est le sentiment d'urgence. Ça, c'est intéressant parce que d'où vient le sentiment d'urgence en éducation? Des fois, la gestion des priorités, c'est pas toujours évident et on a toujours l'impression que tout est urgent. On ne Mhm. fait pas des opérations à cœur ouvert en éducation. On devrait peut-être juste se retirer un petit peu, se reculer et se dire, ben là, on va établir les urgences. Puis ça se peut que, bon, tel élève ait fait une crise aujourd'hui. Est-ce que je peux prendre le temps là, de décanter un peu puis de réfléchir à la meilleure solution? Mais on est toujours en mode solution-problème, problème-solution. Il faut trouver une solution Ouais. vite et rapidement. Quand des fois, les meilleures solutions devraient peut-être émerger avec un petit temps de, comment je pourrais dire, un petit temps d'attente, si on veut. Mais Ouais, il ouais, arrive ouais. tellement de choses dans une journée que là, on se sent submergé, en fait. Puis probablement aussi que les outils de communication modernes, entre autres Ah, courriel et téléphone, mais surtout le oui, courriel, créent on le sent, on le voit tous dans notre travail aussi, là, même si on travaille dans un bureau ailleurs ou même on reçoit des textos, sentiment d'urgence de répondre tout de suite. On reçoit un oui. message sur un réseau social, même affaire, mais nos profs vivent ça aussi dans les Mhm. communications avec les parents, dans les communications avec leurs collègues ou avec la direction. Ça doit ajouter ça. Est-ce que j'aimerais avoir ton avis sur l'accompagnement des élèves en concept d'étape, où rapidement dans l'année, on évalue les élèves. Puis, disons que c'est le même maintenant. Là, fait que, tu sais, le premier bulletin, là, c'est en novembre. Donc là, Ouais. septembre, on est déjà en mode rentrée, mais là, vite, il faut être en mode enseigner, évaluer. Il y a aussi un sentiment d'urgence qui vient de ça. Puis moi, je Oui. retiens toujours la phrase qu'une enseignante a dite en réunion annuelle à l'école de mes garçons, qui était une école alternative au primaire. C'était: Hey, les parents, calmez-vous un petit peu. On a vos enfants pendant 7 ans. Laissez C'est le ça. temps au temps. Ça se peut que votre enfant, il y ait des défis en première étape, première année, ou en troisième étape, quatrième année. Mais souvent, là, rendu en cinq, sixième année, il y a des choses qui débloquent. Laissons le temps aussi aux choses. Mais ça, cette façon de penser-là, on ne l'a pas beaucoup dans le réseau. Bien, cette façon de penser-là, c'est quasiment un privilège de l'avoir dans certains établissements parce que, d'une certaine façon, notre système scolaire a été vraiment calqué sur une entreprise, d'une certaine façon. C'est sûr que Ken Robinson, c'est un Ouais. grand penseur en éducation qui parlait de ça pour dire que, en fait, notre système fait en sorte qu'on va se séparer en classes, on va être régi par des cloches, par des horaires, mais c'est contre-intuitif parce que, d'une certaine façon, l'apprentissage, ça prend du temps. Fait que mettre ça dans des cases, décider que la fin de l'étape, c'est bon. C'est sûr qu'à la fin de l'étape, il y a des jeunes qui vont s'être rendus, mais il y a des jeunes qui ne se seront pas rendus. Mais c'est pas si grave que ça. Comme l'enseignante l'a dit, on a 7 ans avec l'enfant, fait qu'on Ouais. l'accompagne et on veut du résultat, en fait. L'idée derrière ça, c'est qu'on veut des résultats ou on veut une rétroaction de comment ça se passe à l'école. Mais ça peut être des rétroactions qui ne sont pas nécessairement chiffrées ou dans un bulletin. C'est pour ça que là, ils ont intégré il y a quelques années la première communication, là. Mais au primaire, je ne sais pas, je ne me rappelle Ouais. pas au secondaire si ça existe. Mais écoute,
c'est vraiment ce qui, dans le fond, va nuire pour certains élèves. Il y a des élèves que ça va bien dans ce rythme-là, mais pour certains élèves qui ont des difficultés, ben, ils ne coïncident pas, ça ne fonctionne pas dans le temps qu'on a organisé pour eux. Et Ouais. pourtant, si on leur donnait plus de temps, je pense qu'ils auraient beaucoup plus de plaisir à l'école, puis ils seraient capables de développer leur plein potentiel. Mais là, on est comme pris dans une plage horaire. Ah ouais. Et l'enseignant aussi. Puis l'obligation, on évalue beaucoup trop au Québec. Ça, c'est mon opinion, là. En termes d'examen, de résultats, parce qu'on est dans une approche axée par les résultats. Mais évaluer, c'est pas juste ça. Puis, ben, je pense OK. il y a plusieurs enseignants qui sont de plus en plus à l'affût là, de ça. Là. La question qu'il faut se poser tout le temps, c'est qu'est-ce qui est bon pour les enfants? Puis des Oui, fois, il y a un souci, je trouve. Mais moi, j'ai une préoccupation un petit peu que je sens du corporatisme syndical là-dedans. Tu sais, une façon, ouais. on va réduire la tâche des enseignants en évaluant moins, mais c'est pas pour l'élève qu'on fait ça. C'est pour alléger les enseignants. Et ça, je suis contre. Je suis pour l'allègement de la tâche à certains égards, mais pas au détriment de l'élève. Donc, Mm. je dis pas que je l'ai, mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui est bon pour nos élèves? Qu'est-ce qui est bon dans ce que l'école essaie d'offrir à nos jeunes pour leur vie future? Et l'évaluation, c'est difficile des fois à mettre le doigt dessus, là. Ben, moi, mon commentaire n'allait pas dans ce sens-là. Je n'avais pas même réfléchi à cet aspect-là. C'était vraiment plus dans un aspect pédagogique que j'avais fait OK. mention de tout ça. Là. Parfait. On dit souvent, puis tu sais, on l'entend, puis on l'entend, puis on l'entend, enseigner, c'est une vocation. Un peu comme on disait avant, être infirmière, c'est une vocation. Puis souvent, ces emplois-là, là, tu sais, à connexion humaine très, très forte, des gens dédiés qui travaillent 428 heures par semaine avec une abnégation de soi totale, c'est une vocation. Si c'est une vocation, l'enseignement, là, pourquoi c'est si difficile pour ces gens-là? Et ça amène la question, est-ce que l'enseignement est une vocation? Ben non. Moi, je suis totalement en désaccord avec cette affirmation-là. Certaines personnes dans le milieu vont se valoriser, tu sais, pour essayer de dire, ben, ce que je fais, c'est vraiment précieux, tu sais, j'ai reçu un Ouais. appel, mais c'est pas le cas, là. On n'a pas reçu l'appel de Dieu pour être enseignant, enseignante. Et ça vient aussi, ça va chercher ses sources dans une mentalité très judéo-chrétienne, là. Rappelons-nous qu'avant les années 60, c'était la religion qui Ouais. avait l'éducation, hein. Donc, on est resté avec ces stigmates-là de vocation où les bonnes sœurs étaient dans l'abnégation et les bons frères. Mais Qui eux-mêmes étaient dans leur vocation religieuse. oui, Donc, c'est ça. vocation religieuse et vocation d'enseignement ou de médecine qui venait Pour avec. être Ouais. enseignant, c'est pas une vocation, c'est un intérêt pour les sciences de l'éducation, un intérêt pour le jeune. Et Pour l'humain. l'abnégation, va falloir arrêter, là, parce que dans nos milieux, il y a encore cette culture-là qui arrête pas de faire en sorte que les enseignants, les personnels scolaires vont se vouer aux jeunes comme si le jeune était le centre de l'univers et s'oublient eux-mêmes. Puis après, on se demande pourquoi il y a un taux de décrochage ou un taux de détresse Ouais. psychologique qui augmente. Bien, c'est sûr qu'il faut penser à soi avant l'autre parce que on est dans l'avion, tu mets pas ton masque avant l'autre, ben tu meurs. Mais tu sais, le personnel scolaire et les Les deux enseignants meurent, en sont. fait. Ben, les Ouais, deux c'est ça. meurent. Fait Les que deux meurent, ouais. le personnel scolaire puis les enseignants, puis c'est le cœur de l'école. Ben, il faut que ton cœur soit en santé. Pour être en santé, ben, il faut réussir à trouver des stratégies pour être capable, justement, d'accompagner ces jeunes-là dans la mission qu'on s'est donnée, mais d'être bien. Mais là, c'est le discours qui interpelle tout le monde. C'est, il faut que les enfants soient bien. Il faut du bien-être à l'école. Il faut de la bienveillance. Oui, mais c'est bien beau, là. Les babines se font aller, mais les bottines, ils font quoi? Donc, Ouais. je pourrais t'en Mais parler là, longtemps. ben, on va en parler longtemps, peut-être dans plusieurs épisodes, là, pas seulement aujourd'hui. Mais ce concept-là de vocation aussi, je trouve qu'il enlève l'importance ou diminue l'importance et la valeur de toutes les compétences à acquérir. Parce que quand on en fait une vocation, c'est comme si on est né avec ça. On est né avec ce pouvoir divin-là de pouvoir justement enseigner, soigner, blablabla. Mais dans les faits, l'enseignement, c'est un métier qui requiert, oui, des traits de personnalité, qui requiert un fort intérêt pour l'humain, puis voir grandir les jeunes, qui requiert certaines compétences peut-être innées, mais
L'évaluation, c'est un métier qui s'apprend. La gestion de classe, c'est un métier qui s'apprend. L'accompagnement des élèves à besoins particuliers, la connaissance de ces besoins particuliers, les troubles d'apprentissage, les TDAH, l'autisme, etc. C'est des connaissances qu'il faut acquérir, développer, qui mènent à développer des compétences après. Tout ça, c'est un métier. Et quand on parle de vocation, on nuit à cette conception-là du métier Mais oui. en se disant, mais non, il y a une approche là, professionnelle à développer au-delà de l'intérêt pour l'humain. Mais moi, j'ai posé la question à des enseignants dans mes cours, des futurs comme des personnes dans les milieux, puis je leur dis, ben, c'est quoi la spécialité d'un enseignant? C'est quoi vraiment le champ d'expertise de Hum, l'enseignant? Et souvent, ils sont comme, ben, ils savent pas trop le dire, tu sais, mais si c'est quoi le champ d'expertise d'un médecin? Ben, la médecine va soigner les gens, on a comme une idée. Mais le champ d'expertise, là, d'un enseignant, c'est d'être capable d'enseigner. Donc, l'enseignement, pas juste de l'animation là, devant un tableau avec une craie, là, tu sais. Donc, ouais, l'enseignement et l'apprentissage, on est des spécialistes de tout ça. Il n'y a pas personne d'autre qui font ça, qui ont une formation aussi pointue là-dessus. Puis, c'est comme ça qu'on va valoriser aussi le métier de l'éducation, les métiers d'éducation, mais plus particulièrement les enseignants, parce ouais. que on est des pros dans l'enseignement et l'apprentissage, la connaissance de l'apprenant et comment on peut l'accompagner tout au long de son processus. Donc, souvent, ben, on dirait qu'on valorise pas ça, mais c'est vraiment dommage. Et, et on a l'impression qu'être enseignant, c'est super facile quand ça ne Ouais. l'est pas. Absolument. Et on le voit avec les enseignants non légalement qualifiés qui arrivent avec plein de bonne volonté, peut-être même des traits de personnalité adéquats pour enseigner, mais quand ils font face à la réalité du quotidien, des élèves à besoins particuliers, de la gestion de classe, de la planification, euh, c'est un métier en soi qui est difficile à acquérir. C'est un des seuls bacs qui dure 4 ans, et pas 3. Bien, avec tous les assouplissements concernant justement la formation des enseignants puis l'obtention de brevets quand même assez rapide, il y a une étude au CRIFE qui ben, entrevoit que ces enseignants-là ne persévèrent, je vais Persévérons pas. recommencer, OK? Il y a une étude au CRIFE qui laisse entrevoir que les enseignants qui n'auront pas un baccalauréat conventionnel et qui auront eu recours à ces programmes cours-là vont avoir moins de chances de persévérer dans la profession que les autres parce que on veut bien être enseignant. Moi, j'aimerais bien ça, être comédienne dans une télésérie. J'ai Ouais, vraiment l'impression que je serais bonne là-dedans. Oui, mais ça prend des compétences autres que ça. Tu sais, on peut absolument. vouloir, mais la J'aimerais ça être compétence, ça se policier, développe. mais si on me donnait une formation rapide de 3 mois, puis qu'on m'envoyait en autopatrouille, il y a des bonnes chances que je ne sois pas à la hauteur et en détresse psychologique et que je décroche de la profession Ouais. policier, là. Puis moi, j'aimerais pas ça avoir un médecin qui a une formation rapide à l'université de 30 Non, crédits qui me reçoit à l'urgence. absolument. OK. Pour le dernier bloc, j'ai compilé une liste à gauche et à droite de solutions à mettre en place d'un point de vue un peu macro, là, au niveau école, au niveau CSS. Je veux savoir ce que tu en penses de ces solutions-là. Certaines sont bonnes, certaines sont peut-être moins bonnes. Puis après ça, on va faire le tour de tes propositions pour les enseignants et enseignantes qui nous écoutent pour mieux prendre soin de leur bien-être. Donc, Parfait. t'es prête, Nancy? Je veux ton esprit critique à l'œuvre. OK. Alors, première piste de solution, allouer une ressource de soutien dans chaque école avec comme seul mandat d'appuyer les enseignants et enseignantes avec les tâches administratives qui leur bouffent le plus de temps. Je suis absolument d'accord avec cette proposition-là parce que les tâches administratives, ça se fait toujours en plus des tâches reliées à l'enseignement puis à l'accompagnement des jeunes et ça leur donnerait peut-être un petit peu plus d'oxygène. C'est rare que ces tâches-là ont une grande valeur ajoutée pour les élèves. Puis je sais qu'il y a des écoles privées qui embauchent des gens qui ne font que ça, aider avec Ouais. les photocopies, aider avec toutes ces tâches administratives-là. Donc, Oui. clairement, ça semble être une bonne idée. Deuxième piste, inscrire officiellement au calendrier ou à l'horaire un bloc de temps rémunéré à chaque semaine pour favoriser la collaboration entre les membres de l'équipe école. C'est essentiel, une collaboration, mais pas seulement pour parler de cas d'élèves, mais une collaboration pour élaborer une structure, un plan pour notre école, les valeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le font dans leur milieu,
mais que le temps est tellement précieux, mais on n'a jamais le temps de s'asseoir puis discuter entre professionnels des visées que l'on a pour notre Ouais. école, des objectifs, puis aussi d'inclure les élèves dans ce processus-là de qu'est-ce qu'on veut comme école, comment on veut évoluer ensemble dans ce parcours-là. Donc, Ouais. moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Et en plus, la cohésion des pratiques pédagogiques d'un niveau à l'autre est un facteur de réussite scolaire. Puis quand l'élève qui arrive dans ta classe est habitué à une approche pédagogique que toi aussi tu fais dans ta classe, bien, ça facilite le travail. Tout n'est pas à réinventer puis en opposition avec ses collègues. Et ça, c'est très, très bon pour l'élève puis très bon pour le personnel. Bien, c'est un facteur de cohésion sociale qui amène des relations positives, puis ça, c'est un En facteur de plus. bien-être aussi. Parfait. On a faire du taux de rétention du personnel en 5 ans ou après 5 ans et du niveau de détresse des indicateurs de performance clés pour la direction et pour le centre de services scolaires. Mitigé. Parce Mitigé, que ça pourquoi? va. Ah, très mitigé. Ça va vraiment dans la logique de la gestion axée sur les résultats. Ce que le gouvernement met, ben, il met beaucoup d'emphase là-dessus. Ouais. Et les indicateurs de performance, de bien-être, de ci, de ça. Je suis pas tellement persuadée que sur le terrain, il va y avoir des effets escomptés. Mais c'est à voir. Il y a certains centres de services scolaires qui ont l'air de prendre cette direction-là de la gestion axée sur les résultats. On va peut-être avoir des résultats éventuellement. Moi, fondamentalement, je suis d'accord parce qu'on ne peut pas agir sur ce qu'on ne peut pas évaluer. D'un Ah, point de vue, si on ne mesure pas la détresse, si on ne mesure pas la rétention, si on n'a pas une information de qualité, ben après ça, ce qui informe les décisions après est faussé. Donc, j'aime l'idée de mesurer, mais après ça, c'est tout ce qu'on fait après qui va faire la différence. c'est ce que j'allais te dire. C'est bien beau Ouais. mesurer. On le sait, là, c'est quoi les facteurs, par exemple, de détresse psychologique des enseignants et tout ça. Maintenant, les solutions, c'est quoi? On a beau avoir des indicateurs. Le gouvernement va beaucoup aimer ça, des statistiques. Mais qu'est-ce qu'on va faire après avec ça? Et c'est là que je t'inquiète un petit peu. Parfait. Politique, stop à la violence claire. Mettre en place une politique zéro tolérance avec des procédures d'exclusion temporaire pour les cas de violence répétée d'élèves ou de parents envers le personnel pour rétablir un sentiment de sécurité au travail. Moi, je pense que c'est important d'avoir un sentiment de sécurité au travail. Ce qui est important aussi, c'est d'agir collectivement là-dedans. Je pense pas que la répression, puis la punition, puis l'exclusion, c'est nécessairement une des, comment je pourrais dire, des solutions à apporter parce que le jeune qui est violent, il faut qu'il apprenne. Il faut apprendre à vivre en société, Ouais. entouré d'adultes qui vont le guider, que ce soit les parents ou l'école. Le fait d'exclure, ben, c'est comme dire, ben, je veux pas ce problème-là dans ma cour, puis ça se réglera ailleurs. Mais d'un autre Ouais. côté, à l'école, on doit apprendre à vivre en société aussi. Puis, ben, on fait avec ce qu'on a. Je sais qu'il y a des situations vraiment difficiles qui n'ont pas de bon sens. Mais je pense qu'il faut vraiment réfléchir là-dessus. Dans les écoles, il y a beaucoup de choses qui sont entamées, mais il y a des moyens de. Moi, je pense qu'il faut collectivement agir quand ça arrive dans une école et non pas que ce soit la personne qui soit seule avec ces actes Ouais. de violence-là. OK. Parfait. On a révisé les programmes de formation initiale pour augmenter l'importance des cours sur la gestion de classe, gestion de crise, santé mentale des jeunes et relations avec les parents. Euh, il y a déjà des choses qui se font. Je suis d'accord si on parle de développement professionnel des enseignants pour qu'ils puissent avoir les outils nécessaires dans les milieux parce que on travaille le développement professionnel, mais c'est beaucoup plus en filigrane. On va mettre beaucoup d'importance sur l'acte d'enseigner. Tu sais, donc, c'est Mhm. ça le travail d'un Ouais. enseignant au départ. L'acte d'enseigner qui est piloter des cours, planifier, évaluer, faire la gestion de classe, faire la différenciation. D'un autre côté, il y a tout l'aspect de la santé mentale et psychologique qui est quand même abordé, mais à géométrie variable dans les formations initiales. OK. Donc, je suis d'accord, mais dans les faits, c'est quand même assez complexe. Moi, je suis d'avis que les enseignants ne semblent pas à la hauteur de la gestion de classe quand ils sortent de l'université. C'est leur plus grand défi. Ils le nomment. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas entre la formation initiale et la réalité du milieu quand ça devient le plus gros irritant. Puis c'est un gros irritant, la gestion de classe, quand ça va pas Ouais. bien, hein, parce que quand ça chire dans la classe, c'est tough, là. Fait que
j'ai l'impression qu'il y a certainement quelque chose à revoir là pour mieux outiller les finissants en enseignement. C'est que la formation initiale des maîtres, c'est 120 crédits, puis il faut vraiment, c'est très complexe, hein, il y a 13 compétences à couvrir. Donc, ils ont des cours de gestion de classe, mais un cours ne fait pas qu'on est compétent nécessairement. Puis il y a une Non. partie où l'enseignant ou le futur enseignant doit travailler à améliorer sa compétence au-delà du cours, hein. Mais d'un autre côté, on parle de gestion de classe, ben si on n'a pas les outils pour bien gérer notre développement psychologique, ben la gestion de classe, il y a toute une partie là, qui fait partie de tout ça, là. Autrement dit, on gère notre Ouais. classe, c'est nos valeurs, c'est notre développement professionnel, c'est de savoir ses limites. Donc, la gestion de classe, à proprement parler, ça peut être très technique, mais il y a tout un aspect en filigrane qui fait partie de ce que l'on est comme professionnel, qu'on exploite des fois. Il y a des chercheurs qui sont très bons là-dedans, soit dit en passant au Québec, mais qui n'est pas généralisé nécessairement. Oui, puis quand les finissants arrivent dans des groupes extrêmement compliqués en début de carrière à cause des règles d'ancienneté, ben c'est sûr que Ouais, ça les aide pas non plus non. à se mettre en selle disons, un climat peut-être plus serein. Deux dernières que j'ai à te proposer. Reconnaissance symbolique forte avec des campagnes nationales de valorisation de la profession, même d'ajouter des journées de maladie s'il faut. Moi, je veux dire tout de suite, je compte ça. Je trouve, à chaque fois, je trouve que c'est d'un vide sans nom de dire, ah, c'est la semaine de ci, c'est la journée de ça. Si au quotidien, ça allait mieux, les gens n'auraient pas besoin d'une reconnaissance nationale. Je trouve que c'est souvent 1 million de dollars investis par le gouvernement pour bien paraître ou par habitude. Puis tout le monde aime un peu ça, mais ça sert à rien. Ben, tu sais, une journée ou une semaine sur 365 jours par année, c'est pas ça qui va changer le fait que la profession enseignante et les professions en éducation sont dévalorisées par notre société. On a beau avoir des beaux discours, mais sur le terrain, c'est pas nécessairement ça parce que si l'éducation était si valorisée que ça, on laisserait pas faire ce qui se passe présentement au niveau Ouais. seulement des coupes. C'est épouvantable. Donc, se faire dire, oh, on vous aime, puis après, ben, on te coupe X millions de dollars parce que, bon, on est en compression budgétaire. Je vois pas, je vois pas la cohérence. Je comprends. Donc, Et une dernière approche que j'ai ajoutée, que moi j'aime beaucoup, encore là, issue du milieu alternatif, favoriser la participation en classe des parents. Donc, s'inspirer du modèle de l'école alternative pour implanter la coéducation dans les classes du Québec. À première vue, les gens qui nous écoutent disent ben non, ça ajoute du stress d'avoir des parents en classe. Puis la réalité, là, c'est tout le contraire. C'est bien fait. Quand c'est bien fait, puis il y a vraiment façon de bien le faire, tout le monde est gagnant et ça allège le rôle des enseignants en classe. moi, je suis totalement d'accord. Puis, il faut penser aussi aux grands-parents parce qu'ils ont un C'est rôle vrai. vraiment important dans notre société. Et eux, ben, ils cherchent juste ça à être avec leurs petits-enfants, tu sais, je veux dire, c'est des modèles de notre société. Puis, je pense que leur donner une place à l'école, c'est vraiment quelque chose qui serait extraordinaire. Les Ouais. parents aussi, parce qu'on sait que le nombre d'heures que les parents passent avec leurs enfants diminue de plus en plus dans notre monde. Au Québec, à cause bon, de tous les problèmes que l'on a au niveau financier. Puis bon, on doit travailler plus. Puis bon, vous connaissez la situation actuelle. Donc, moi, je pense que ça pourrait donner aussi un petit 2 heures à un parent de pouvoir aller voir son enfant en classe. C'est valorisant pour tout le monde. L'enfant est fier comme un pape quand son père ou sa mère est là, ou son Ben, tellement. grand-parent, ou la personne ressource aussi. Là, je veux dire, des fois, ben, ça peut être le Ouais. tuteur. Donc, c'est une magnifique idée. Parfait. On va terminer l'épisode avec une liste que toi t'as dressée qui touche plus spécifiquement les individus pour les aider à améliorer leur bien-être. Je te laisse y aller puis je vais commenter au besoin. Travailler sur ce qu'on a du contrôle, parce qu'on vit dans un monde éducatif qui est très complexe et on a l'impression d'être en perte de contrôle. On ne peut pas contrôler les coupes budgétaires actuellement, par exemple, mais on peut avoir un effet sur l'accompagnement que l'on a de nos jeunes. Donc, il faut se Mhm. concentrer là-dessus. C'est comme un entraînement. Hein. Laisser aller ce sur quoi on n'a pas le contrôle pour se Mm. concentrer ce sur quoi on a du contrôle. Et où est-ce que j'ai entendu ça quelque part? C'est difficile d'être heureux à essayer de contrôler des trucs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc, il y a Non, vraiment un lien direct avec le bonheur et le bien-être de se concentrer sur quoi on a le contrôle. oui.
Éviter l'attitude d'abnégation, de ne parler tantôt, là, je n'irai pas plus loin Ouais, que ça. parfait. Déterminer vos limites en termes de tâches à effectuer parce qu'on a des limites professionnelles. On doit faire les tâches qui sont obligatoires, mais des fois, on est tellement comme passionné de ce qu'on veut faire, on est engagé dans notre école, on va faire beaucoup plus que ce qui est demandé, mais des fois, ces personnes-là s'épuisent, se stressent, sont anxieuses. Et là, des fois, c'est des heures et des heures et des heures, soir et week-end aussi, qui sont Oui, investis, puis des fois, ça nuit à la qualité de vie. rien n'est urgent, prioriser les tâches parce que on a l'impression d'être toujours dans l'urgence, mais n'oubliez pas que nous ne faisons pas des opérations à cœur ouvert en éducation et que l'apprentissage, ça prend du temps. Donc, si on priorise nos tâches, bien, on va peut-être se donner une petite latitude de temps pour être capable d'être satisfait de notre travail et des interventions que l'on fait. Et se le nommer, hein, les situations plus difficiles, des réactions d'élèves, des crises, ça aussi, on n'a pas besoin de réagir en force tout de suite. On peut laisser décanter, puis tout le monde va mieux se porter après, l'élève inclus. Soyez bienveillant envers vous-même parce que souvent, quand on commet une erreur comme enseignant ou personnel, on dirait là, qu'on s'auto-flagelle quand, dans toute situation, oui, il y a du nôtre, mais oui, il y a des éléments extérieurs et il faut être capable de réussir à continuer à avoir une vision positive de soi-même. Ouais. Puis des fois, bon, on est toujours en train de dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Oui, mais qu'est-ce que tu as bien fait? Parce que tu as fait des choses qui sont Hmm. correctes, puis donc, de réussir à relativiser les choses. Très bon. Euh, la sixième, on est rendu déjà à 6, vous n'êtes pas le seul responsable de la réussite éducative des jeunes. L'école, c'est un écosystème. Toutes les personnes qui sont dans l'école contribuent à la réussite éducative, y compris le jeune, que des fois, je trouve qu'on a tendance à déresponsabiliser de sa réussite parce qu'on veut, OK. on veut, mais c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Il y a aussi les parents, la communauté qui contribuent à ça. Entourez-vous de collègues inspirants et sur lesquels vous pouvez compter parce que s'isoler, c'est une des voies qui peut mener Ouais. vers la détresse psychologique. Et Et finalement, tu me l'avais ah, nommé en rencontre au départ, c'était, puis on n'a pas nommé d'ailleurs dans les causes, mais les interactions désagréables oui, sont aussi source de dégradation du bien-être. Et oui, c'est difficile des fois dans le milieu public, même, on ne choisit pas toujours ses collègues de travail en non. général. Donc, de miser sur les bonnes relations professionnelles, quitte à délaisser celles qui sont moins bonnes, ça peut avoir un effet bénéfique sur le bien-être. Oui. Et finalement, cibler ce qui donne du sens dans votre journée, ce qui vous procure aussi du bien-être. C'est juste de prendre une petite pause, prendre un café avec un collègue, faites-le, puis recommencer quand vous pouvez. Des fois, on est trop concentré sur les problèmes, mais tout autour du problème, il y a plein de belles choses qu'on voit plus Ouais. parce que le problème devient tellement une source intarissable de réflexion. Donc, réussir à se donner un petit temps là, pour avoir du plaisir, pour être bien. Nancy Goyette, merci énormément pour ce premier épisode ensemble. Premier de nombreux, je pense. J'espère. Merci, Nancy, à bientôt.